Donc oui, donc j'ai été présidente 6 ans de FDN avant en fait, d'autodissoudre ma fonction et de passer l'association en collégiale. Et puis je publie aussi un Crispresso tous les lundis matins sur le Framablog, voilà, pour celles et ceux qui connaissent. Donc la présentation là, que j'ai prévue va durer à peu près 1 heure, peut-être un petit peu moins. On posera les questions à la fin, si vous le voulez bien. Et bon, comme je suis venue vous parler de FDN, qui est un fournisseur d'accès à Internet, je me suis dit que valait peut-être mieux commencer par le commencement et vous parler un petit peu d'Internet. Et vous rappeler quelques bases au cas où. Donc le concept d'Internet, ça remonte aux années 50. C'est très lié à la recherche de défense états-unienne. On est en pleine guerre froide et l'idée, c'est de créer un réseau de réseaux qui puisse résister en particulier à une attaque nucléaire. Et donc Internet a été pensé dès le départ comme acentré et résilient en cas de coupure à un endroit. Internet, c'est également très lié au développement de l'informatique, puisque c'est pensé comme un réseau de réseaux d'ordinateurs interconnectés. Donc je vous ai mis quelques dates, évidemment c'est assez subjectif et c'est pas du tout exhaustif. Sinon ça ne tiendrait pas en une slide, d'ailleurs j'en ai fait plusieurs. Donc en 1958, les laboratoires Bell créent le premier modem qui permet de transmettre des données binaires sur une simple ligne téléphonique. Un modem, c'est un modulateur-démodulateur. C'est un dispositif justement pour convertir des données numériques en signal modulé, analogique, qui puisse être transmis justement via une ligne, par exemple, téléphonique. En 1962, c'est le début de la recherche pour un réseau global d'ordinateurs par la DARPA, la Defense Advanced Research Project Agency. C'est l'agence pour les projets de recherche avancée de défense américaine, enfin états-unienne plutôt. En 1967, c'est la première conférence sur ARPANET, donc justement le projet de réseau à transfert de paquets de données. Et ce projet est lancé en 1966, mais ARPANET ne voit vraiment le jour qu'en 1969, avec la connexion des premiers ordinateurs entre 4 universités américaines. Et en octobre 1971, c'est l'envoi du tout premier email. Pour l'anecdote, les 2 machines étaient dans la même pièce. Bien commencer par quelque chose. La définition du protocole TCP/IP, donc en gros ce qui a fait d'Internet ce qu'il est, date de 1973. Mais ça a été adopté par ARPANET qu'en 1983. Et c'est de 1983 que date aussi le mot Internet. Donc il faut savoir qu'Internet, c'est un réseau à commutation de paquets. Les messages sont coupés en des petits bouts et transmis un peu comme des lettres à la poste. Dans des tuyaux, il y a des lettres d'un peu tout le monde. Et on n'attend pas que quelqu'un ait fini d'envoyer son roman pour pouvoir soi-même envoyer son propre message. Et c'est à opposer au réseau à commutation de circuits, comme justement le téléphone analogique, où quand le circuit était occupé par une communication, on ne pouvait rien faire d'autre. On était obligé d'attendre que la communication se termine. Donc avec les réseaux de commutation de circuits, on ne pouvait faire qu'une seule chose à la fois. Alors que par commutation de paquets, par exemple, on peut à la fois aller voir un site web et puis recevoir un mail. C'est quand même pratique. Et les paquets, en fait, c'est des bouts de code avec un en-tête et un corps. On peut se représenter ça comme des enveloppes les unes dans les autres, dont certaines fermées par des cadenas chiffrés, avec des messages à l'intérieur et tout un tas d'informations dans l'en-tête. Par exemple, la date d'émission, la machine expéditrice, la machine destinataire, l'application utilisée. IP, c'est pour Internet Protocol. C'est ce protocole, ou plutôt cette famille de protocoles, qui définit l'encapsulation des données dans les paquets. Ces protocoles ne sont pas considérés comme fiables, c'est-à-dire que ça ne s'assure pas du tout que les paquets arrivent dans l'ordre, ni même qu'il y ait des pertes de paquets ou des duplications de paquets.
Ça s'assure juste que les entêtes des paquets transmis ne comportent pas d'erreur. Et il y a différentes versions de ces protocoles. Je pense que vous connaissez au moins de nom l'IPv4 et l'IPv6, sachant que l'IPv5, c'est resté une version expérimentale. TCP, c'est pour Transmission Control Protocol, donc le protocole de contrôle de la transmission des données. Donc c'est ce protocole-là qui va permettre de réordonner les paquets reçus, de détecter les erreurs et les données perdues. Voilà, donc c'est ça qui va permettre de récupérer un peu les choses par rapport à IP. Et il faut savoir que TCP est utilisé de nos jours à peu près pour 90% du trafic Internet. Il y a des alternatives comme UDP par exemple, User Datagram Protocol, qui date de 80 et qui peut être préféré par exemple dans des situations où le temps réel est plus important, par exemple pour le streaming de vidéos. Donc on s'en fiche s'il y a quelques petits bouts de paquets perdus. Ce qui est important, c'est que le temps réel fonctionne bien, par exemple pour Twitch. Voilà. Enfin, donc 83, j'ai marqué aussi donc le premier serveur de nom de domaine. DNS, c'est pour Domain Name System. C'est une espèce d'annuaire qui permet de relier une adresse IP à un nom de domaine. Alors on pourrait s'en passer, mais ça voudrait dire qu'il faudrait retenir par cœur des adresses IP. C'est un peu comme les numéros de téléphone. Bon, c'est un peu plus long. Et ça marche un petit peu différemment d'un annuaire papier. C'est dynamique, c'est hiérarchisé. Il y a 13 serveurs racines tout en haut. En 88, c'est le premier câble transatlantique qui est tiré avec 2 paires de fibres optiques dedans. Alors il faut savoir évidemment qu'il y avait déjà des câbles transatlantiques pour le télégraphe depuis 1858. Mais là, c'était pour des câbles numériques, donc qui contiennent des fibres. En 91, c'est l'annonce du World Wide Web. Donc il y a un système hypertexte public qui fonctionne sur Internet. Ça a été inventé en 89-90 par Tim Berners-Lee et c'est une application qui est liée au protocole HTTP et HTTPS. Donc HTTP, c'est pour Hypertext Transfer Protocol et le S, c'est pour Secure, donc c'est chiffré. Ça, c'est juste une petite slide pour vous montrer l'extension qui est littéralement exponentielle du réseau. Mais on est quand même assez loin de la fortune de Bernard Arnault quand même, et celle de Musk. Donc voilà, on passe de 4 sites en 69 à 23 donc, au moment du premier courriel. Ensuite, donc 1000 en 84, 10 000 en 87, 100 000 en 89, 1 million en 92, date de la naissance de FDN, 40 millions en 97, 400 millions en l'an 2000, plus de 6 milliards actuellement, mais c'est encore moins d'un centième de la fortune de Musk, en dollars. Pour résumer ce petit cours, crash course sur Internet, donc Internet, c'est un réseau de réseaux, c'est Inter-Networks. AS, c'est pour Autonomous System, système autonome. Ça désigne un réseau. Et Internet, ce sont ces réseaux qui sont interconnectés entre eux. Par exemple, FDN va faire partie du système autonome de l'AS de Gitoyen, qui est notre opérateur réseau. On en reparlera tout à l'heure. Internet, ça a été conçu acentré, même si certaines applications ou protocoles peuvent induire une certaine centralisation, comme le DNS, où il n'y a que 13 serveurs racines, donc voilà, ça centralise quand même un petit peu. C'est un réseau à commutation de paquets, et cette commutation fonctionne grâce à des protocoles, on en a vu quelques-uns tout à l'heure, TCP, IP. On peut décrire ça par couches, donc liaison, réseau, transport, application. HTTP, le web, fait partie de la couche application. Les TCP, UDP de la couche transport. Ensuite, IP de la couche réseau et par exemple Ethernet pour les câbles, c'est un protocole de la couche liaison. Ces protocoles sont ouverts, standardisés, de manière à ce que les différents réseaux justement puissent s'interconnecter facilement entre eux.
Et enfin, il ne faut pas confondre Internet avec le web, qui n'est qu'une application sur Internet. Le DNS est aussi un protocole qui est sur la couche application. Bon, il y en a pas mal d'autres. Il y a le mail, la messagerie instantanée, le peer-to-peer, etc. Enfin, il ne faut pas oublier évidemment que Internet, c'est physique. Donc là, je vous ai mis la carte des câbles sous-marins de nos jours. Donc on se rappelle que le premier câble a été tiré en 88. Maintenant, il y en a entre 400 et 500. Et évidemment, il faut ajouter tous les serveurs, les routeurs, les câbles terrestres, les antennes Wi-Fi, les satellites, les data centers, etc. Voilà. Donc, comme je le dis souvent aussi, le cloud, comme on le dit, c'est pas de moi, le cloud c'est en général le serveur de quelqu'un d'autre, sauf lorsqu'on s'auto-héberge, on en reparlera. Ça n'a rien d'éthéré, c'est pas un cloud. Et ça peut être important en termes de souveraineté. Alors, on va revenir encore un petit peu sur les dates, parce que l'histoire d'Internet, elle est aussi très liée à celle des logiciels libres. Sans logiciel libre, il n'y aurait pas d'Internet tel qu'on le connaît, parce que justement, Internet suppose des protocoles qui soient ouverts et standardisés. Et sans Internet, il n'y aurait certainement pas aussi de logiciel libre, puisque la plupart des échanges, des contributions, des interactions se font via Internet, que ce soit par mail, le web, IRC. Et l'histoire des logiciels libres est aussi intrinsèquement liée à la propriétarisation des logiciels, à leur GAFAmisation. Quelques dates clés en 1975, c'est la création de Microsoft par Bill Gates. Et en 1976, Bill Gates publie une lettre ouverte, donc c'est un open letter to hobbyists, pour se plaindre du fait que les gens récupèrent et diffusent les logiciels de sa boîte sans payer. Et en octobre 1976, c'est le Copyright Act qui passe aux États-Unis. Les logiciels sont désormais protégés par le droit d'auteur américain. Donc ça, c'est le début des embêtements. Donc en 80, un chercheur informaticien de 27 ans du MIT, Richard Stallman, se voit refuser l'accès au code source du logiciel de la nouvelle imprimante du AI Lab. Oui, il bossait au AI Lab, le laboratoire sur l'IA, déjà à l'époque. Et bref, donc il voudrait bien modifier le code source de cette imprimante, comme il l'avait déjà fait pour la précédente imprimante, pour lui implémenter des fonctionnalités sympathiques, comme par exemple envoyer un mail lorsque le job d'impression est terminé, sachant que l'imprimante n'était pas au même étage que son propre bureau. Mais voilà, il n'a pas le droit d'accéder à ce code et donc ça le met en rage. Et en 83, c'est les tout débuts du projet GNU. Donc GNU is not Unix, c'est un nom un petit peu spécial. Et Stallman va démissionner du MIT un petit peu après. Donc en 85, ça va être le manifeste GNU et aussi la création de la Free Software Foundation et la définition officielle de ce que c'est qu'un logiciel libre. Donc je vous rappelle la liberté d'exécuter le programme, la liberté d'étudier le fonctionnement du programme et de l'adapter à ses besoins, la liberté de redistribuer des copies et la liberté d'améliorer le programme et de redistribuer des améliorations. Alors, il faudra quand même attendre 92 et la contribution de Linus Torvalds pour avoir le tout premier système d'exploitation libre, le système GNU Linux. À noter aussi que si Tim Berners-Lee n'avait pas voulu que son invention soit léguée dans le domaine public, c'est encore mieux que le libre, là c'est vraiment le domaine public, donc il n'y a pas du tout de restrictions en termes de propriété intellectuelle. S'il n'avait pas fait ça, le web tel qu'on le connaît n'aurait juste pas existé. Alors en 2007, on a un changement de paradigme assez radical apporté par le téléphone mobile dit intelligent.
puisque au lieu d'un ordinateur dont on peut maîtriser au moins à minima un petit peu le côté logiciel, là on nous fourre entre les mains un gadget qui est censé servir de couteau suisse, mais qui nous ôte beaucoup de pouvoir en termes de contrôle, qui accentue énormément notre dépendance envers l'entreprise qui développe l'OS, même basée sur du libre, hein, comme Android, et cerise sur le gâteau, qui nous surveille en permanence. De nos jours, on peut assez difficilement se passer de ce smartphone, hein, ne serait-ce que pour les applications bancaires. Et le forcing observé à cet égard n'est pas sans rappeler le forcing actuel sur l'IA. Voilà, je ne parlerai pas d'IA ici, mais si vous voulez savoir ce que j'en pense, j'ai fait une conférence l'an dernier au JDLL, donc c'est les journées du logiciel libre à Lyon. Ça se trouve sur mon site, je vous ai mis les références à la fin. Aujourd'hui, on va plutôt parler FAI. Donc s'il y a une chose à bien comprendre en termes, au sujet des FAI, donc les fournisseurs d'accès à Internet, c'est qu'ils ont un énorme pouvoir sur leurs abonnés. Tout transite par eux. Et si on ne les régule pas, c'est sûr qu'ils ont tendance à faire selon leur propre intérêt, pas celui des utilisateuristes. Un FAI, ça va contrôler tout ce qui transite entre vous et l'extérieur, c'est-à-dire le reste d'Internet. Ce que vous envoyez comme requête, ce que vous recevez comme réponse. C'est un peu comme une concierge toute puissante. Ça peut regarder vos paquets, ça peut les ouvrir, lire ce qu'il y a dedans, modifier le message si on en a envie, décider de ne pas envoyer certains de vos paquets parce qu'ils sont écrits avec un protocole qui ne lui va pas, genre BitTorrent, un protocole de transfert de données pair en pair. Ça peut faire passer plus vite les paquets vers son cousin Joseph qui tient un super magasin de vidéos et beaucoup plus lentement vers l'entreprise de Jean-Paul qu'elle n'aime pas trop parce qu'il fait concurrence à Joseph. On pense typiquement à Orange qui ralentissait YouTube par rapport à Dailymotion. Ce que je viens de décrire, c'est exactement les enjeux de ce qu'on appelle la neutralité du net. Un accès au réseau dans sa globalité, sans restriction, sans surveillance des données, sans modification des données ou des sites visités, et sans ralentir l'accès à certains sites et protocoles. Si la neutralité du net est pour l'instant encore de mise en Europe, en tout cas en théorie, il y a en ce moment un collectif d'organisations allemandes qui attaque la Deutsche Telekom à ce sujet. Ce n'est pas forcément le cas ailleurs. Par exemple, avec le système de zéro rating, qui reste illégal en Europe, heureusement pour l'instant, avec la plateforme FreeBasics, que Meta a poussé un peu partout en Afrique, en Asie, en Amérique centrale et du Sud, il est fréquent que le seul accès Internet, avec de gros guillemets, ça soit gratuit, ça soit via WhatsApp et Facebook. Peut-être même maintenant Instagram, je ne sais pas. En tout cas, Meta. On n'a pas le même type d'information et de vision globale du monde lorsque le seul bout d'Internet auquel on a accès est contrôlé par Meta. Et c'est pour cela que FDN s'est battu et continue à se battre pour défendre la neutralité du net. Mais il y a aussi d'autres enjeux. Internet libre ou Minitel 2.0, c'est une conférence de Benjamin Bayard en 2007. Une conférence assez courte, une quarantaine de minutes, où Benjamin s'est efforcé de montrer le lien entre Internet et logiciel libre. J'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Il disait que Internet et logiciel libre, c'est un peu les deux mêmes facettes d'un même objet, puisque Internet ne pourrait pas exister sans les logiciels libres et le logiciel libre ne pourrait pas exister sans Internet. Et ça a marché. Ça a intéressé les libristes qui jusqu'à présent ne voyaient pas trop l'intérêt de son truc, FDN, un FAI associatif, le seul qui restait de la période pré-FAI commerciaux. Benjamin a aussi alerté contre la tendance à la centralisation d'Internet. On était au début de l'Internet mobile, les GAFAM étaient déjà tous en place, ça commençait à sentir mauvais. Le propos était de rappeler qu'Internet, au départ, c'était l'intelligence, les ordinateurs, les utilisateuristes en périphérie, et la bêtise, les routeurs, au centre. Pas le contraire. Le contraire, c'est le modèle du Minitel.
Une plateforme centralisée où se situent toutes les infos et où les utilisatrices se connectent. Un modèle où il n'y a que des utilisatrices, des consommatrices. Alors qu'Internet, justement, l'idée d'Internet au départ, c'était un réseau résilient qui permettait d'interconnecter des ordinateurs où se situait l'information. Mais depuis une vingtaine d'années, Internet se concentre de plus en plus autour de quelques grosses boîtes qui possèdent toutes les données, il faudrait mieux dire les prises, de tout le monde. C'est très lié aux questions d'hébergement, ces histoires. Où se situe l'information? Où elle est hébergée physiquement? Où est-ce que ça se concentre? Qui a le pouvoir dessus? C'est pas parce que vous uploadez des vidéos sur YouTube que vous êtes un acteur d'Internet. Vous êtes juste en train de travailler pour Google, sur sa plateforme. Et Google peut vous virer du jour au lendemain. C'est pareil pour Gmail. Google a accès à tout ce que vous faites et aussi à tout ce que vos contacts vous envoient. Vous entraînez son IA, vous lui fournissez des revenus de la part de publicitaires. Vous n'êtes pas l'acteur, vous n'êtes même pas le client, vous êtes le produit. Les clients, ce sont les publicitaires, les boîtes qui rachètent vos données pour les exploiter ou les revendre à leur tour. Si vous voulez vraiment être acteur sur Internet, créer votre petit bout d'Internet, avoir votre vrai chez vous sur Internet, ça commence par avoir une vraie adresse sur Internet. Une adresse IP qui soit joignable depuis le reste d'Internet. Et pour ça, il faut avoir un vrai FAI qui fournit de vraies adresses Internet à chacune de ses abonnés. Oui, parce que par exemple, ma connexion Bouygues, là je suis sur mon téléphone actuellement, je ne sais pas où il est mon téléphone, mais il doit être quelque part, il est là. C'est lui qui me fournit mon Internet actuellement. Je l'utilise parce que je ne suis pas chez moi. Mais ce n'est pas une vraie connexion Internet, en sens que voilà, je peux récupérer des informations sur Internet, mais je ne pourrais pas mettre mon serveur derrière une connexion pareille. Je n'aurais pas de véritable adresse IP. Sauf éventuellement si je mets un VPN par-dessus. Alors vous me direz, pourquoi vous voulez que je mette un serveur derrière ma connexion Internet? Pourquoi faire? Justement pour remettre un petit peu d'intelligence à la périphérie et reprendre le pouvoir sur mes données. Retrouver une certaine indépendance, une certaine autonomie par rapport aux grandes plateformes. Avoir mon propre site chez moi, pas quelque part ailleurs dans le cloud. Mais c'est compliqué à faire, ça. Bon, pas tant que ça. La preuve, c'est que même moi, j'y arrive. Et si j'y arrive à présent, c'est justement principalement grâce à FDN, à tout ce que ça m'a appris, au service que me fournit FDN pour faciliter l'auto-hébergement ou l'entre-hébergement. Parce que FDN, c'est aussi une sorte de chaton, le collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. C'est un collectif qui a été initié par Framasoft en 2016 pour essaimer et éviter de trop centraliser les services. Sauf que nous, on le fait depuis 92 et qu'on a commencé à essaimer en 2010. Alors rembobinons encore à nouveau le fil. On a parlé de l'histoire d'Internet, parlons un petit peu de l'histoire maintenant de FDN. FDN, comme je vous l'ai dit, c'est né en 92, juste après les débuts du web. La plupart des FAI existants en France à l'époque, c'était des associations. C'était des universitaires qui voulaient avoir le même type de trucs à la maison qu'ils avaient sur leur lieu de travail, comme par exemple l'accès aux forums américains, les forums Usenet. Alors les personnes se regroupaient pour acheter des machines suffisamment puissantes pour pouvoir se connecter en RTC, donc c'est le réseau téléphonique communauté, aux États-Unis et accéder aux forums. Ça coûtait très cher, donc c'est la raison pour laquelle les gens se regroupaient souvent pour acheter ces machines-là. Et l'infra de FDN de l'époque était constituée de 2 machines Next, donc je vous en ai mis une sur la slide. Et FDN fournissait de l'UUCP, Unix to Unix Copy, donc c'était un ensemble de programmes qui permettent à 2 machines d'échanger des fichiers et d'exécuter des commandes sur la machine distante en passant par une ligne téléphonique via un modem.
Et UUCP, justement, était utilisé en particulier pour faire transiter les courriels et l'accès aux forums, aux news des forums Usenet. FDN faisait partie des plus gros FAI de France à l'époque. Certains disent même le plus gros. Bon, j'ai pas trouvé de preuves, mais on parle de plusieurs centaines de membres. Alors, c'était pas le premier à avoir été constitué, hein, c'était pas le premier FAI, mais par contre, c'est le seul qui a survécu de cette époque. Puisque la plupart en fait, ont disparu au moment de l'arrivée des FAI commerciaux vers 96-97. Donc, par exemple, Wanadoo date de 96. Wanadoo, qui était une filiale de France Télécom, qui est devenue depuis Orange. Et donc, FDN, c'est le plus vieux fournisseur d'accès à Internet à être encore en activité en France de nos jours. Alors simplement, très rapidement, à partir de l'arrivée des FAI commerciaux, on est passé de quelques centaines de membres à 25-30. Et on aurait probablement fermé si Benjamin, justement, n'avait pas repris la présidence en 97. Alors ça, c'est un truc qui me fait toujours rigoler. Quand j'ai commencé à chercher un petit peu les informations et des stats avant les années 2000, voilà, on tombe sur ce genre de bandeau dans le système d'information de FDN. Voilà, on reconnaît un peu la patte de Benjamin Bayard. Voilà. En ces temps-là, Internet était jeune et beau et les dinosaures gambadaient en ces vertes prairies insouciantes et on n'embêtait pas les gens avec des stats à la con. Ah mais... Donc, je vous ai mis les buts de l'association. Donc, si FDN n'a pas fermé comme les autres FAI associatifs de l'époque, c'est que son nouveau président avait un projet politique qui était justement de lutter pour la neutralité du net, contre la surveillance des réseaux, pour les libertés individuelles et à travers une structure qui lui donnait un droit à agir, c'est-à-dire justement un fournisseur d'accès à Internet. Et aussi parce qu'il trouvait important de maintenir la diversité côté FAI, de faire en sorte qu'il y ait autre chose que les quelques BOF. BOF, c'est pour Bouygues, Orange, Free et SFR. Voilà, qui est aussi des petits FAI sans but lucratif pour lutter pour les droits des utilisatrices et des internautes. Donc, en 2020, on a rajouté voilà, la défense des libertés publiques sur Internet et la défense de la neutralité des réseaux de télécommunications. Alors, côté fourniture d'accès à Internet, je vous ai mis quelques dates clés là aussi. Donc en 2001, c'est la création de Gitoyen, qui est un opérateur réseau indépendant, non marchand. D'abord sous forme de GIE, donc c'est un groupe d'intérêt économique. Et puis après, en tant qu'association, loi 1901 à partir de 2012. Donc les membres fondateurs de Gitoyen étaient FDN, Gandhi, PlaceNet, Négative et GlobeNet. Et actuellement, on est une vingtaine de membres. C'est Gitoyen qui gère tout le routage de FDN vers et depuis Internet. FDN est dans l'AS de Gitoyen, donc dans le réseau de Gitoyen. Et FDN, en tant que FAI, lui, va gérer la partie côté abonné. Donc FDN, c'est entre l'abonné et puis les machines de FDN. Et Gitoyen, lui, va faire le routage du côté d'Internet. Souvent, les FAI font les deux, mais FDN a choisi de mutualiser le côté opérateur réseau avec d'autres entités. Voilà. Parce qu'on n'est que des bénévoles, donc on ne peut pas tout faire. En 2005, on est enfin parvenu à fournir de l'ADSL via Neuf Télécom. Sauf qu'en 2008, Neuf est racheté et fusionné avec SFR, qui est une filiale de Vivendi. Et un an plus tard, SFR résilie le contrat de FDN avec seulement 3 mois de préavis, au moment même où FDN prend position contre la loi Hadopi. La coïncidence de date est troublante, comme le fait remarquer Bayard à l'époque. Heureusement, on a réussi sur le fil à trouver un autre fournisseur de collecte, Nerim. Sinon, là aussi, ça aurait été probablement la fin de l'histoire.
Benjamin quitte la présidence en 2013, après une quinzaine d'années de conduite du navire FDN. 2013, c'est aussi l'année du début de la fourniture de VPN, qui est de plus en plus utile avec le déploiement progressif de la fibre. En 2017, on a signé avec un autre fournisseur de collecte, donc d'abord Liazo, qui est devenu ensuite Yellow Liazo, puis Yellow, en découpage total, ce qui était particulièrement intéressant parce qu'il n'y avait plus besoin de conserver l'abonnement téléphonique d'Orange. Donc en fait, Orange, il faut savoir que c'est le propriétaire de la boucle cuivre. Et donc jusqu'en 2001, France Télécom, donc, qui est devenu Orange depuis, détenait tout le monopole des télécommunications. Mais en 2001, il y a une loi qui a libéralisé le marché de la téléphonie et qui a contraint Orange de louer son réseau aux autres opérateurs. Et donc il y avait possibilité d'être en découpage partiel, donc ce qu'on avait avec Nerim, donc ce qui permettait aux opérateurs d'utiliser en fait les hautes fréquences pour la connexion ADSL et Orange gardait les basses fréquences pour les communications téléphoniques. Avec le dégroupage total, l'opérateur dispose de l'intégralité des fréquences et Orange ne sert plus que de tuyaux. Et c'est moins cher du coup parce qu'on ne paye pas l'abonnement Orange en plus. En 2019, on est devenu lire assez temporairement pour récupérer quelques adresses IPv4 qui restaient sur le marché. Donc lire, c'est un local internet registry. Donc on est devenu aussi membre du RIP NCC, donc qui est un registre national d'adresses IP. Donc voilà, ça distribue les adresses IP en Europe et aussi un peu en Asie côté Moyen-Orient. Mais être lire, ça coûte assez cher, et donc c'est plusieurs milliers d'euros par an. Et donc au bout des 2 ans, je crois, qui étaient nécessaires, et bien, on a fermé le lire et puis on a mis les adresses IP qu'on avait récupérées dans le pot commun de Gitoyen. C'est aussi en 2021 qu'on a ouvert les premières lignes FTTH grâce à notre fournisseur de collecte Yellow, qui nous a ouvert simplement son offre FTTH. On n'a rien eu à faire d'autre que dire OK, tout était déjà dans le contrat. Donc ça, c'était chouette. Et on a commencé par des volontaires bêta-testereuses en 2021, et c'est chez moi qu'on a ouvert la première ligne fibre. Donc c'était à Montparnasse. Bon, depuis, j'ai déménagé, mais voilà. L'offre publique, elle a été lancée en 2022 et depuis, on a pas mal étendu la gamme des possibilités. Donc déjà avec Yellow qui a ouvert peu à peu d'autres offres, aussi avec Akilnet qui est un autre fournisseur d'accès Internet de la fédération FDN dont je parlerai tout à l'heure sur Bordeaux. Et qui a ouvert, lui, une porte de collecte Axion. Voilà, donc ça fait différentes offres FTTH. Je vous ai mis un petit graphique, alors on ne voit pas forcément très bien les chiffres, mais ce n'est pas très grave. Donc la ligne tout au-dessus, c'est le nombre de membres. Donc au départ, on voit 25, donc ça c'était vraiment au tout début. On voit que ça commence à monter en 2005 avec le début de la DSL. Et surtout en 2007, après la conférence Minitel 2.0, voilà, donc là il y a une augmentation nette du nombre de membres. En rose foncé, c'est la DSL. Donc à partir de 2005, pardon, on voit un petit pic à partir, je pense sans doute de 2007. Et après, ça commence à redescendre. C'est au moment de l'arrivée un peu des premières fibres. Et c'est aussi au moment de l'arrivée du VPN. Donc les gens prennent un VPN pour rester chez FDN tout en bénéficiant d'une connexion fibre. Sauf que ça a remonté ensuite, si vous voyez ici, là, ça c'est le moment de l'offre Yellow en dégroupage total. Donc là, ça a redonné un petit peu de punch à la DSL jusqu'à la descente finale. Puis là, ça ne va pas s'arrêter puisque la DSL c'est en train de fermer. Et la montée de la fibre en bleu tout en bas. Voilà, à peu près en pente inverse. Et la ligne rose entre les deux, et c'est le VPN qui progresse tranquillement.
Alors FDN, donc c'est pas que une histoire de fourniture Internet, c'est aussi une histoire de choix politique. Donc j'ai essayé, que ça tienne en une slide, mais en fait il y a encore une slide qui concerne les contentieux. En 2008, c'est la création de FDN2, donc le Fonds de défense de la neutralité du net. Donc c'est FDNN, mais bon, alors on écrit ça FDN au carré. Donc c'est une association loi 1901 qui avait pour vocation de récolter des fonds et de financer des actions pour défendre la neutralité du net et la liberté d'expression sur Internet. Pendant longtemps, jusqu'en 2017, FDN2 a eu le même président et le même trésorier que FDN. Et ça a été créé initialement pour financer la Quadrature du net, qui était encore une association de fait, donc elle n'était pas encore déclarée en préfecture. Ensuite, ça a permis de financer d'autres structures, notamment via le PAC Liberté en 2012. Donc, ça a financé des associations du libre, comme par exemple Framasoft, la Quadrature évidemment, mais aussi Wikileaks, Nos Oignons, Exodus Privacy. Et en 2014, le Crédit Mutuel fout FDN2 à la porte, tout en gardant FDN. Est-ce que ce serait en lien avec le fait que FDN2 était la porte d'entrée mondiale des dons à Wikileaks via la carte bancaire, voilà. Et depuis, malheureusement, FDN2 a eu du mal un petit peu à se remettre de ça. Donc voilà, avec la perte de possibilité de dons par carte bleue. Mais bon, voilà, c'était une époque intéressante. Et en parlant de Wikileaks, on a aussi hébergé un miroir en 2010, avec une citation sur le blog de FDN que j'aime bien, qui est que la censure par le moyen technique du réseau, par des intermédiaires techniques, sans passer par le droit et la justice, c'est précisément ce contre quoi lutte FDN. À partir de 2009, FDN trouve qu'il y a un petit peu trop de monde à son AG, on ne connaît pas tout le monde, on devait être dans les 300 à l'époque, et pousse donc à la création en fait, d'autres FAI associatifs voilà, qui partagent les mêmes valeurs. Et en 2011, donc c'est la création de la fédération FDN, avec les premiers FAI qui se sont montés entre 2009-2010 et justement la création de la Fédé en 2011. Donc il y a Aquilnet sur Bordeaux, francilien.net sur Paris, Illico en Corrèze, LDN en Lorraine, Sems Wireless dans les Pyrénées-Atlantiques et tetaneutral.net à Toulouse. Donc ça, c'est les membres fondateurs de la fédération FDN. 2011, c'est également l'année des printemps arabes. Suite à une coupure d'Internet en Égypte, FDN met à disposition son infrastructure bas débit par appel téléphonique, donc le RTC. Et je vous lis là aussi un extrait de notre blog. Cette nuit, les instances dirigeantes égyptiennes semblent avoir ordonné aux fournisseurs d'accès Internet égyptiens d'éteindre leurs interconnexions internationales, donc avec le reste d'Internet. Cette action fut d'une effroyable efficacité. Aujourd'hui, l'Internet a désappris à joindre l'Égypte et il n'est plus possible de communiquer avec les Égyptiens, que ce soit par mail, forum Usenet ou quelques technologies basées sur IP. Dans la foulée, ce matin, les SMS semblent également être coupés, privant le peuple égyptien de tout moyen de communication électronique. Pour cette raison, et parce qu'il s'agit bien d'une attaque flagrante d'un État contre Internet, FDN a décidé d'ouvrir une petite fenêtre sur le réseau en mettant à disposition de qui le souhaite un compte d'accès RTC. Par ce biais, n'importe qui en Égypte disposant d'une ligne téléphonique analogique capable de joindre la France a la possibilité de se connecter au réseau par le numéro suivant, donc un numéro de téléphone, login Toto, password Toto. Nous espérons contribuer par ce biais à la liberté d'expression des Égyptiens et des Égyptiennes et de leur permettre de conserver un lien avec le monde. Rappelons enfin que FDN n'offre qu'une solution technique et uniquement technique.
Bon, malheureusement, on ne peut plus faire ça de nos jours parce que le RTC a été coupé depuis déjà plusieurs années. Mais c'est un morceau d'histoire intéressant. En 2013, on forme un partenariat avec Reporters sans frontières en leur fournissant des VPN. Bon, depuis, ça s'est arrêté parce que bon, il y a eu un changement de personnes de part et d'autre. Donc à un moment, RSF s'est aperçu qu'ils avaient des VPN, ils ne savaient même plus d'où ça venait. Bon, bref. Donc ça a fini par s'arrêter. En 2015, il y a un groupe de juristes qui appartenaient à différentes structures, donc FDN, la Fédération FDN, la Quadrature du Net, qui s'est formé pour agir en contentieux. Donc je parlerai justement de leurs actions à la prochaine slide. Le groupe a été actif jusqu'en 2018 et puis après a été réintégré à la Quadrature du Net. Donc c'est pour ça que maintenant c'est principalement la Quadrature qui mène les contentieux. Mais FDN continue à s'associer à la Quadrature à chaque fois que c'est nécessaire, puisque nous, on dispose d'un droit à agir en tant que fournisseur d'accès à Internet. En 2020, suite au Covid, on a ouvert pas mal de services en ligne, en particulier des services de visioconférence qui sont ouverts à tout le monde, Talk, Big Blue Button. On a fait notre AG exceptionnellement en septembre à l'Electrolab. Grand merci pour l'accueil. On a réécrit aussi nos statuts en inclusive, décision qui a heurté certaines personnes qui se sont alors livrées à un shitstorm par mail. Personnellement, je les remercie, c'est grâce à eux et à elles que je me suis intéressée au féminisme. Parce que j'ai compris justement, au vu de l'énergie dépensée à combattre cette simple petite réécriture en langue inclusive, l'ampleur de l'enjeu politique associé. Et on a profité aussi de l'Assemblée, de l'AGE, donc l'Assemblée Générale Extraordinaire, pour rajouter dans les buts de l'association, donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, la défense des libertés publiques sur Internet et la défense de la neutralité des réseaux de télécommunications. En 2021, on décide de fournir gratuitement une adresse mail en fdn.fr et une boîte de 5 gigas à tous nos membres. En 2023, on trouve qu'on gagne encore un peu trop d'argent et donc on passe le VPN à 1 € par mois pour le tarif préférentiel solidaire. Et un VPN, il faut savoir que c'est considéré comme un abonnement Internet et donc avec cet abonnement Internet viennent tous les autres services, dont une boîte mail cette fois-ci de 20 gigas, l'hébergement du nom de domaine, on peut aussi héberger son site web, etc. Donc voilà, avec un abonnement VPN, on a le droit à tous ces services. En 2024, donc, je décide de m'auto-dissoudre en tant que présidente et de pousser le passage de l'association en collégiale. Donc on travaille pendant 1 an sur les nouveaux statuts via un nouveau groupe de travail, le groupe fonctionnement. Et on passe en collégiale en 2025 après validation par vote électronique de tous les membres. Tout au long, on a aussi signé un certain nombre de lettres ouvertes, pris position, soutenu diverses associations. Si ça vous intéresse, on a une rubrique actualité sur notre site, c'est un peu notre nouveau blog. Voilà, vous pouvez voir un peu tout ce qu'on fait. Je vous ai mis aussi le lien dans les références. Et enfin, on a mené quelques actions, enfin même pas mal d'actions en contentieux, que j'ai essayé de résumer à la prochaine slide. Donc si ça vous intéresse, il y a les détails à la fois sur notre blog historique et sur le site de la Quadrature. Donc on a déjà parlé un peu de la Hadopi, qui nous a valu d'être jeté dehors par SFR. On a resservi le couvert en 2019 et c'est même arrivé en 2022 devant la CJUE, donc la Cour de justice de l'Union européenne. Donc ce qu'on reproche à la Hadopi, c'est qu'elle repose sur un système d'identification des internautes qui est contraire à la fois à la jurisprudence du Conseil constitutionnel et de la Cour de justice de l'Union européenne.
En ce qui concerne les exégètes amateurs, il faut savoir que c'est la publication donc, du 26 décembre 2014 du décret LPM, donc la loi de programmation militaire, sur l'accès administratif aux données de connexion, qui a marqué le début du groupe. Puisqu'en fait, lors des discussions à l'Assemblée nationale sur le projet de loi relatif au renseignement, les opposants ont été qualifiés par Jean-Jacques Urvoas, qui était le rapporteur de l'époque, d'exégètes amateurs. Et donc, du coup, ils se sont dit « Ah bah ouais, c'est un chouette nom, ça, en fait ». On va s'appeler comme ça. Et pendant 3 ans, ça a été vraiment une effervescence. Ils ont multiplié les recours avant que, suite à quelques dissensions personnelles, le groupe soit réintégré à l'intérieur de la Quadrature. Orange Fail, c'est assez rigolo à raconter. Donc, le 17 octobre 2016, une erreur de l'opérateur Orange a eu pour conséquence le blocage de nombreux sites web, dont Google et Wikipédia, et de rediriger toutes les personnes qui voulaient se connecter à ces sites vers une page du ministère de l'Intérieur dénonçant l'apologie du terrorisme. Et suite à la réaction publique, le ministère de l'Intérieur a été contraint de reconnaître que, oui, effectivement, il y avait un prestataire pour le suivi statistique des consultations et qu'on conservait les adresses IP des gens qui se connectaient donc à cette page de redirection. Voilà. Et c'est justement ce que les exégètes amateurs avaient reproché et dénoncé, puisqu'ils disaient, en fait, s'ils veulent rediriger vers une page du ministère de l'Intérieur, c'est uniquement pour justement récupérer les adresses IP des gens. Bon, apparemment, le Conseil d'État a trouvé ça normal et l'affaire a été close. Mais pas mal d'autres affaires sont encore en cours actuellement. Voilà, on en a fini un petit peu sur l'historique. Côté infrastructure, donc on a nos machines dans 2 data centers, donc à Telehouse 2, donc près de République, et à PA3 qui est près du Stade de France. Donc on a la plupart de nos services qui sont redondés sur les 2 data centers. Donc nos machines, ça ressemble un petit peu à ça. Bon, c'est parfois un peu le fouillis. Bon, là, c'est des photos qui datent un petit peu, mais ça vous donne une idée. Nos machines sont toujours juste à côté de celles de Gitoyen, qui est notre opérateur réseau, donc qui nous envoie, qui gère le transit et le peering vers Internet. Donc tout ce qui est ici en bleu, c'est Gitoyen. Avec ici, donc on voit les transitaires, le transit, le peering. Et ici, c'est FDN, donc avec les machines qui sont redondées, donc ATH2, premier data center, et APA3, deuxième data center. Et on voit arriver les collectes ici, donc Yellow, Nerim, c'est terminé. Bon, c'est toujours sur le schéma, mais maintenant, il n'y en a plus. Et on utilise des clusters Proxmox pour ceux que ça intéresse, les spécialistes. Voilà. Donc maintenant, je vais parler un petit peu de la fédération FDN, donc née en 2011, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc avec 7 membres fondateurs. Donc il y a Akinet ici, il y avait, malheureusement Lorraine Data Network, elle est plus là, mais elle était en Alsace. Donc Theta Neutral ici, bon ça se voit pas forcément très bien, c'est pas très lisible. FDN donc un petit peu partout, Francilien à Paris, et SEMS Wireless qui est là. Voilà. J'espère que j'en ai pas oublié. Donc on a aussi un membre en Belgique qui est Neutrinet, un membre en Suisse qui est Suisse Neutralnet, et on a aussi un membre qui est Outre-mer. Alors bon, il a été représenté ici, il est à Saint-Barth, voilà, dans les Antilles. Et justement, à un moment, ça a été bien utile aux exégètes amateurs parce qu'ils étaient à la bourre pour poser un recours
contre un décret d'application de la loi renseignement. Mais heureusement, Iguane, comme il se situe dans les Antilles, eh bien, il avait le droit à 1 mois de délai supplémentaire, ce qui a permis de déposer le recours à temps. Et donc le recours a été déposé au nom d'Iguane.net. Voilà. Donc ça peut être pratique de temps en temps d'avoir comme ça des gens un peu plus loin. Donc il y a aussi une demi-douzaine de structures qui sont correspondantes, donc ce n'est pas des membres de la fédération FDN, ce ne sont pas des FAI, mais voilà, c'est des amis, on va dire. Donc il y a en particulier Gitoyen, il y a aussi la Quadrature, il y a aussi Globnet, qui est un hébergeur né en 95, voilà, et qui était aussi parmi les premiers membres de Gitoyen. Donc la fédération FDN, elle dispose d'un site, d'un wiki avec un gros travail de documentation. Par exemple, si vous voulez savoir comment on monte un FAI, voilà, c'est expliqué dans le wiki. Si vous voulez savoir comment on fait de la fibre, comment on peut poser des antennes Wi-Fi, etc. Voilà, tout est documenté dans le wiki. C'est pas toujours complètement à jour, mais voilà, on s'efforce quand même de le tenir au maximum à jour. Donc côté FFDN, donc on a des réunions mensuelles, on a des groupes de travail, des projets en commun comme celui de la brique Internet dont je vais parler tout à l'heure. Il y avait le baromètre FTTH aussi qui a permis d'étudier un petit peu, de faire avancer le sujet de la FTTH pour les petits opérateurs en cartographiant les conditions d'accès aux RIP, donc les réseaux d'initiative publique. En notant voilà, les régions avec des notes plus ou moins mauvaises pour avoir une idée de la hauteur de la marche à passer pour entrer sur un réseau. Parce que c'est important que les offres FTTH puissent être accessibles à tout le monde, y compris les tout petits opérateurs comme ceux de la fédération FDN. Enfin, la Fédé, ça constitue aussi un réseau d'entraide et de mutualisation. On a des systèmes de marque blanche, de collecte groupée. Donc, par exemple, Akilnet va nous fournir de la fibre Axion et nous, on va fournir de la fibre Yellow à Akilnet. Voilà, donc il n'y a pas de concurrence, hein, c'est plus voilà, de la solidarité et de l'entraide entre nous. On a une grande diversité entre les différents FAI, donc il y en a des tout petits avec 3-4 bénévoles, il y en a des gros comme FDN. Donc FDN, on doit avoir une trentaine de bénévoles. Gros, hein, c'est dans les 1000 membres, on va dire. Donc Scani, c'est à peu près pareil. Alors Scani, c'est la seule SKIC de la fédération FDN. Je crois que normalement, en ce moment, ils ont un salarié, une personne salariée, et sinon, tout le reste, c'est uniquement des bénévoles. Alors, c'est pas parce qu'on est très différents que ça nous permet pas de nous regrouper sous des valeurs communes. Donc là, je vous ai mis la charte que tous les membres ici signent. En fait, c'est cette charte qui permet de décider si un fournisseur d'accès peut ou non rejoindre la fédération FDN. Oui, et puis donc on fournit aussi des services assez différents. Donc FDN fait un petit peu FDN ne va pas faire de Wi-Fi, par exemple, avec des antennes. Il y a des fournisseurs qui vont faire uniquement de la fourniture via antenne. Il y en a pas mal qui vont faire du VPN. Voilà, donc ça dépend vraiment du FAI. Hein, ils ne font pas tous la même chose. Voilà, donc par rapport à la charte, hein, donc les points importants, c'est toujours la neutralité du net, la solidarité entre les membres, et puis aussi de favoriser au maximum l'auto-hébergement. Donc en 2024, on a rajouté un manifeste à cette charte. Alors, le manifeste, c'est plus pour décider de quelle position on peut prendre. Par exemple, est-ce qu'on peut signer telle ou telle lettre ouverte, sachant que comme on est passé en collégial, hein, maintenant on décide de façon assez horizontale. Et donc, ça nous a permis un petit peu de voir quelles étaient les valeurs autour desquelles on se regroupait.
Bon, je ne sais pas si c'est nécessaire que je le lise en entier, oh, c'est quand même pas mal. Hein. Donc, nous promouvons un Internet neutre, acentré, résilient, inclusif, accessible, non discriminatoire, dont les structures sont à échelle humaine. Nous rejetons l'utilisation du numérique à des fins de surveillance ou de répression des libertés publiques. Nous promouvons l'interopérabilité des équipements et des services numériques. Nous promouvons les communs numériques, les logiciels libres, les standards ouverts. Nous promouvons le partage et la diffusion des connaissances pour une émancipation des personnes. Et nous promouvons une utilisation sobre du numérique ainsi que des équipements durables et réparables. Alors, pour terminer, je vais parler un petit peu plus du VPN, parce que justement, c'est un service qui est fourni par pas mal de FAI de la Fédération. Donc, la plupart des gens ne connaissent que les fournisseurs d'accès commerciaux, et donc, du coup, on ne comprend pas toujours à quoi peut servir un VPN, ni ce que c'est vraiment. Donc, un VPN, si on y réfléchit un petit peu, c'est finalement une manière de changer de FAI à moindre frais, de changer de concierge. Puisque en fait, un VPN, ça va emballer les paquets. Donc, tout ce que vous allez envoyer ou recevoir va être emballé dans un... Il faut voir ça un petit peu comme une enveloppe chiffrée, qui va être envoyée à votre fournisseur de VPN. Et donc, votre FAI... donc le BOF par exemple, lui ne va voir que des paquets, voilà, c'est marqué VPN, c'est tout ce qu'il voit passer. Et c'est le fournisseur de VPN qui, lui, va ouvrir le paquet, regarder, bon bah voilà, ça il faut que j'envoie telle requête, il va recevoir la réponse, et ensuite il va le réemballer et le réenvoyer via un paquet VPN. Donc il faut être conscient qu'en fait le fournisseur de VPN, il voit tout ce que vous faites. Alors, pas forcément tout, parce qu'il y a quand même des trucs chiffrés, par exemple HTTPS, bon, ça permet de limiter les dégâts, mais voilà, le fournisseur de VPN, c'est quand même votre nouveau FAI finalement. Et c'est une des raisons pour lesquelles il faut quand même choisir soigneusement son fournisseur de VPN. Donc, en ce qui concerne les VPN de la fédération FDN, c'est essentiellement pour fournir un vrai Internet qui respecte la neutralité du net, avec une vraie IP fixe en particulier. Côté FDN, on a aussi développé des VPN qui permettent de contourner la censure et d'être utilisés dans des pays où les VPN normaux sont interdits ou filtrés. On appelle ça la Road Warrior Connection. Internet Connection. Donc bon, faut pas utiliser ça pour streamer des vidéos parce que voilà, il n'y a pas de débit suffisant. C'est à dessin limité. Et évidemment, il n'y a pas d'IP fixe. On a même la Ultra Warrior Internet Connection où les paquets TCP sont transmis via des requêtes DNS. Donc voilà, ça empêche tout blocage. Par contre, le débit apparemment ne dépasse pas les 50 kbps par seconde, donc ça ne fait pas beaucoup. Alors côté Fédé, il y a certains FAI, en particulier qui font des antennes, qui utilisent ça pour fournir une adresse IP à chacun de leurs membres. C'est assez pratique, voilà, un VPN, ça permet juste de fournir une adresse IP. Donc ça, je ne vais pas m'étendre parce que nous, on ne le fait pas. Je vais plutôt parler un petit peu de la brique Internet, qui est un projet assez intéressant. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une brique Internet ? C'est une petite carte Olimex, ça ressemble un peu à une carte Raspberry Pi. Dessus, il y a une distribution Wayenohost. Alors Wayenohost, c'est une distribution qui est basée sur Debian, mais qui favorise l'auto-hébergement. Ça permet en fait de tout installer via une interface web, quand ça se passe bien. Bon, moi, avec moi, ça se passe jamais bien, donc j'ai rapidement appris à me débrouiller aussi en SSH. Mais bon, voilà, c'est censé normalement se passer à peu près correctement, et vous pouvez installer, par exemple, juste en cliquant sur un bouton, un site WordPress en 5 minutes, c'est plié. Moi, j'ai installé aussi un serveur XMPP, un Nextcloud. Bon, voilà, donc ça permet vraiment d'installer plein de choses de façon très simple.
Et ça fonctionne, donc il y a trois choses dans cette brique. Donc il y a la carte Limex, il y a Waynehost et il y a un VPN. Pour justement avoir une adresse fixe, pouvoir débrancher sa brique internet, la rebrancher en vacances. Voilà. Il suffit de la brancher quelque part en Ethernet sur son routeur ou sur sa box et normalement ça marche direct, puisque justement ça a toujours la même adresse IP. Comme il y a une antenne Wi-Fi, eh bien, vous pouvez aussi diffuser votre Internet dans toute la pièce. Ça peut aussi servir de pirate box, vous n'avez même pas besoin d'Internet. Par exemple, si vous êtes en cours avec vos élèves, vous pouvez diffuser vos cours via cette brique Internet. Voilà. Bon, il y a même, je crois, on peut mettre un panneau solaire si on veut se balader avec. Bon, voilà, c'est plein de choses qu'on peut faire. Alors, ça coûte quand même dans les 80 €. Il y a un site que je vous ai mis à la fin, ah bah oui, non, même là, ici, qui explique justement tous les composants, où les acheter. Et sinon, il y a des commandes groupées. Donc, par exemple, francilien.net, qui est le FAI de parisien, fait des commandes de briques et ils font aussi du support briques internet tous les premiers samedis du libre à la Villette, au Carrefour numérique. Voilà. Bon, après, ça facilite l'auto-hébergement, mais il ne faut pas non plus trop lui en demander, parce que c'est quand même, tout est sur une carte SD. Voilà, donc moi j'ai déjà cramé plusieurs briques. Mais bon, il faut savoir que c'est comme ça que je suis arrivée dans FDN. C'était justement parce que j'en voulais une et ben on m'a dit t'as qu'à t'en occuper. Voilà, donc c'est comme ça que je suis arrivée dans FDN, c'était pour m'occuper de la brique Internet. Je vais parler encore un tout petit peu d'hébergement et auto-hébergement. Parce que pour moi, c'est un petit peu comme pour l'alimentation ou le jardinage. Ça dépend un petit peu du service qu'on veut héberger, des compétences, du temps qu'on accepte d'y passer. Et puis aussi, bon, un peu, quand même des compétences quand même qu'on a. Par exemple, pour moi, je peux faire pousser mes salades dans mon propre jardin. Par contre, pour le riz et les pâtes, c'est un peu plus compliqué. Je suis bien contente d'avoir un grand magasin près de chez moi. Oui, je sais bien que les pâtes, ça ne pousse pas dans les arbres, mais il faut quand même faire pousser le blé. Pour le numérique, c'est un petit peu pareil. On a du choix entre plusieurs options qui sont plus ou moins locales, qui sont plus ou moins éthiques. Il y a la grande distribution, les choses plus ou moins bio, plus ou moins libres. Donc moi, je vous ai mis la photo de mon petit potager à moi. Donc c'est une petite machine que j'ai récupérée cet été pour 20 €. Et là, c'est pareil, j'ai mis une distribution Waynehost dessus. Donc c'est un petit peu plus solide quand même qu'une brique Internet. Et voilà, maintenant, j'auto-héberge tout grâce à ça. J'ai rajouté un VPN évidemment pour que ça fonctionne. Donc avec un VPN, une distribution Waynehost, je l'ai branché directement en câble Ethernet sur mon routeur, ça a marché direct. Même moi j'ai été étonnée parce que d'habitude avec moi ça marche jamais directement, mais là il n'y a eu aucun souci. Voilà. Bon, après le problème avec Waynehost, c'est que c'est tellement facile d'installer des services qu'on a envie de tout essayer. Donc maintenant, bon, j'ai un serveur XMPP, j'ai un Nextcloud, j'ai un site, bon, j'ai plein d'autres trucs. Voilà. J'ai aussi un service de newsletter, un service de commentaires, bon bref. Ouais. Ça s'écrit comment Waynehost? C'est marqué juste au-dessus, avant, il me semble. Là. Désolé. Waynehost. Je vais en reparler encore, ouais. Oui, c'est Younost, mais ça se prononce Waynehost. Pourquoi vous ne auto-hébergez pas? C'est un jeu de mots. Donc voilà, j'utilise ça pour pas mal de services, mais pas pour le mail. À un moment, j'ai essayé avec un logiciel qui était relativement simple.
Mais comme j'ai dû déménager et que j'allais me retrouver dans un endroit où j'allais plus avoir de connexion Internet qu'avec ça pendant plusieurs mois, voilà, j'ai arrêté de faire mon mail. Et du coup, je l'ai repassé chez FDN, parce que FDN permet de faire ça, ça s'est fait vraiment super rapidement. Et pendant tout le temps où j'ai hébergé mon mail, eh ben, j'ai découvert tous les services que fournissait FDN pour faciliter ça. En particulier donc, des services qui assurent un peu la redondance. Donc typiquement, si mon serveur crashait pendant un quelque temps, bah, FDN gardait mes mails pendant 15 jours, etc. Donc voilà, c'est ça aussi que fournit FDN, c'est tout plein de services pour favoriser l'auto-hébergement ou l'entre-hébergement. Voilà, typiquement, moi, pour le mail, c'est FDN qui va gérer tous mes mails en fait. J'ai plusieurs boîtes mail et c'est géré par FDN. Gratuitement, hein, puisque j'ai un service d'abonnement Internet et donc voilà, tout ça c'est fourni après directement avec le service Internet. Il faut savoir que FDN aussi participe à la campagne déménagement qui a été lancée par les chatons et qui vise à aider les gens à quitter Google. Et comme nous, on fournit du mail, et ben, voilà, on fait partie de cette campagne. Donc, quelques petites choses un peu pratico-pratiques par rapport à l'assaut. Donc, déjà, comme je l'avais dit, alors je l'ai peut-être sauté d'ailleurs, parce que il me semblait que j'avais un moment où je disais combien on était de membres, je ne sais plus si je l'ai dit, mais en fait, on est 950 et quelques membres actuellement, mais il n'y a que 600 et quelques personnes qui ont un abonnement Internet. Donc on peut très bien faire partie de FDN sans prendre d'abonnement Internet, ne serait-ce que pour nous soutenir, c'est 15 € par an, ou bien pour bénéficier justement d'une boîte mail de 5 gigas qui est donnée à tous les membres. On a aussi différentes choses, on a aussi compte XMPP, compte Matrix, qui viennent avec l'adhésion. Par contre, pour prendre un abonnement Internet, il faut absolument être membre. Donc on ne fournit de l'Internet qu'aux membres. Et donc comme je le disais tout à l'heure, voilà, dès qu'on a un abonnement Internet, on a tout plein d'autres services qui vont avec. Donc, le fait d'être obligé d'être membre pour être abonné, hein, ça c'est une première différence avec un FAI commercial. En étant membre, évidemment, on décide de ce que fait l'association, on va pouvoir voter en AG, il y a des réunions mensuelles, hein, et donc voilà, les personnes qui ont envie d'aider à faire tourner l'association eh bien, peuvent participer à ces réunions qui ont lieu tous les 6 du mois. Donc l'autre grande différence, c'est qu'il n'y a que des bénévoles. Donc on n'a pas de relation de type client-entreprise. En face, c'est une personne bénévole comme moi. Donc évidemment, on est poli, on est gentil. Voilà, c'est une personne qui consacre de son temps bénévole à m'aider en support. Donc évidemment, voilà, on n'a pas le même type de relation qu'avec un fournisseur commercial. Et ça ne veut pas dire que c'est moins pro ou que ça marche moins bien, hein. Je dirais même tout au contraire. Voilà. Nos tarifs ne sont pas moins chers qu'ailleurs. C'est souvent plus élevé pour la fibre, même si on fait ce qu'on peut, hein, puisqu'on fait vraiment du prix coûtant plus un petit peu pour payer les machines. Mais, on est à but non lucratif, hein, voilà, on ne cherche pas à gagner de l'argent, donc on fait ce qu'on peut. Mais si on communique autour de l'assaut, c'est aussi pour que les personnes ne nous rejoignent pas sans comprendre en fait qui on est et ce qu'on fait. Parce qu'il y a des gens parfois qui viennent me dire oui, mais alors oui, je serais bien venu chez vous, mais vous êtes trop cher. Mais normalement c'est pas le critère pour revenir chez FDN. Voilà, on n'est pas un commercial, donc si le but c'est juste d'avoir la fibre le moins cher possible, voilà, c'est pas un critère correct pour venir chez FDN. Voilà, nous, on fait autre chose. Et d'autre part, on ne cherche pas non plus à grossir, hein, parce que je disais déjà, au moment de la création de la fédération FDN, on se trouvait déjà trop gros. Maintenant, on est 3 fois plus gros. Bon. Et donc, en général, quand quelqu'un cherche à adhérer, on va commencer par lui demander, mais est-ce que tu n'as pas regardé dans ta région, est-ce qu'il n'y a pas un FAI voilà,
qui est dans ta région. Et avant d'adhérer à FDN, peut-être qu'il y a un autre FAI qui serait plus proche. Parce qu'on essaie de favoriser l'Internet à une échelle locale. Donc, si on connaît les personnes, c'est mieux. C'est un peu comme pour une AMAP, quoi. Et enfin, on n'utilise que du logiciel libre, parce que c'est à cette condition qu'on est sûr de maîtriser nos machines. Et on a signé donc, la charte de la fédération FDN, donc on respecte à la lettre la neutralité du net. Et aussi, lorsqu'il y a des assos de la Fédé qui ont besoin de sous, on essaye de les aider. Lorsqu'il y a des personnes qui ont un service chez nous et qui ont du mal à payer, là c'est pareil, on va discuter avec elles, on va essayer de s'arranger en fait. Donc voilà. On essaye d'être au maximum humain et solidaire. Voilà. Et si on fait tout ça, c'est que les buts de FDN, c'est de favoriser la construction d'un Internet tel qu'il a été pensé au départ. C'est résilient, décentralisé, libre, émancipateur et avec l'intelligence en périphérie. Que chacun et chacune puisse construire son propre petit bout d'Internet, hors des gros centres commerciaux des GAFAM. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. J'ai mis un certain nombre de liens ici, il n'y a pas forcément tout, mais je pense qu'il y a déjà pas mal de choses. Je mettrai mes slides sur mon site, donc voilà, s'il y a un lien, c'est celui du bas, comme ça vous pourrez tout récupérer. Peut-être que je passerai aussi mes slides à l'Electrolab. Oui, je voulais rajouter quand même que donc, si vous voulez discuter plus longuement, moi je suis quasiment tous les mois, tous les premiers samedis du mois à la Villette, au Carrefour numérique. On fait une espèce de stand où on fait de l'information, donc FDN, francilien.net, on fait du support brique internet, voilà, donc ça peut être une occasion de poser des questions et si on a. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Chris. Est-ce qu'il y aurait des questions des gens qui sont venus écouter? Non, pas de questions a priori. Si, il y en a trois là. J'en aurais une du côté de la régie. Ce sera plus simple de part en ouvert. FDN et FEDN en fait sont plutôt ouverts. Je réduis un peu le son parce que sinon on m'entend trop. Sont pas mal ouverts en fait sur l'activité au bénéfice du public. Nous, c'est vrai qu'à Electrolab, en fait, on a des capacités en termes d'informatique et de réseau pour nos usages propres. Maintenant, le problème qu'on a, en fait, c'est arriver à mettre à disposition ces capacités au plus grand nombre en le faisant de façon claire et de façon accessible, en fait. Notamment sur des questions des questions d'identité, parce que structure associative, donc ça veut dire que normalement, les ressources qu'on met à disposition sont ouverts au public ou pas, mais avec des contraintes qui peuvent être de l'ordre légal justement sur la fourniture de services au public, avec des questions de vérification, des contenus, ce genre de choses. Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes en fait par rapport à ça? Et si oui, comment vous avez pu les régler en fait, notamment avec les questions loi renseignement et ce genre de choses? En fait, on a eu très très peu de soucis. Alors, on est plus fournisseur d'accès Internet que hébergeur, donc c'est surtout les hébergeurs qui vont avoir ce genre de soucis. Ça peut nous arriver d'avoir des réquisitions judiciaires, on en a eu très peu. Bon, et on les gère, voilà. On est soumis à la loi française, voilà. Mais globalement, voilà, c'est quand même assez peu fréquent. Ok, merci. Merci pour la qualité de cette conférence. J'avais une question. J'ai vu des protocoles qui ont été utilisés dans des situations un petit peu tendues, comme RTC, vous avez parlé du mail. RTC, c'est une technologie, disons, des années 80-90. Est-ce qu'aujourd'hui, dans des situations comparables, vous auriez des solutions alternatives? Vous n'avez plus de RTC parce que vous n'avez plus de modem pour recevoir, ou c'est parce que le réseau téléphonique d'aujourd'hui ne permet plus le RTC?
C'est déjà que le cuivre, c'est c'est en train de se terminer. Nous, je sais que ça fait plusieurs années en fait que c'était en lien avec une entreprise qui nous fournissait le truc, et ça s'est arrêté. Le problème, c'est que justement, Internet a beaucoup changé depuis ces dernières années. Et malheureusement, en ce moment, les seuls trucs qui fonctionnent un petit peu, on l'a vu, hein, c'est Starlink, ces genres de choses, qui avec tous les, voilà, tous les problèmes. Mais malheureusement, oui, on a moins de possibilités qu'avant. Ouais. Et ce qui m'amène à une deuxième question, c'est vous avez parlé de sobriété, et donc je vois dans votre démarche ce que j'interpréterais comme de l'efficacité, c'est-à-dire un Internet qui correspond à un certain nombre de valeurs que vous entendez défendre, mais ça reste quand même un accès à Internet, et la liberté, par exemple, de s'en passer, c'est des choses que vous défendez, ou est-ce que vous interprétez dans la sobriété, ou la sobriété, c'est une sobriété de consommation, tout le monde l'utilise, mais l'utilise peu? Alors, la liberté c'est-à-dire de ne pas avoir de connexion Internet. Ah bah oui, enfin, on ne va pas forcer les gens à avoir une fourniture Internet. En tant que fournisseur d'accès à Internet, a priori, voilà, nous, on est plus sur des problématiques de neutralité du net. Après, moi, je comprends très bien des gens qui n'ont pas envie d'avoir Internet du tout. Nous, on va plutôt axer les choses. Donc déjà, les logiciels libres permettent d'utiliser les machines souvent plus longtemps, mieux. Voilà, on va soutenir aussi toutes les démarches de conservation du matériel au maximum. Voilà, nous, c'est plus ce genre de choses. Après, évidemment, on peut aussi décider, on va arrêter complètement le numérique, et on va élever des patates quelque part. Bon, c'est sûr qu'en tant que fournisseur, FAI, on ne peut pas faire ça, voilà. Mais je comprends tout à fait la démarche. Hein. Sobriété, ça veut dire plutôt faible consommation, ou comment dire? Oui, c'est-à-dire qu'on va se poser des questions par rapport à ce qu'on consomme, par rapport aux machines qu'on utilise. Oui, c'est plus dans ce domaine-là. Mais bon, oui, voilà, on est avec de l'informatique, on est avec des machines, on pourrait faire autre chose. Est-ce qu'il y a... Oui. Oui, j'avais des questions plutôt sur brancher VPN. C'est ce que j'ai dans ma to-do list depuis un certain temps et que je n'ai pas fait. Donc c'est dans cet esprit-là que je m'étais inscrit à la FDN. Je suis inscrit à la FDN. Alors attention, on a fait un site spécial qui est là.fdn.fr parce qu'on ne dit pas la FDN. Oui. On dit FDN. Bon, FDN. C'est comme on dit Bouygues, on ne va pas dire le ferai plus. Voilà. Voilà, on dit la Fédération FDN, mais Fédération on dit FDN tout court. Ouais. D'accord. Voilà. Donc je donne par ailleurs des sous à la Quadrature du Net. Très bien. Voilà, parce que je suis très branché sécurité des données. C'est pour ça que je n'ai pas non plus de Google sur mon téléphone. Je suis Graphene OS. Voilà, donc, très bien. Et puis Debian depuis le siècle dernier. Alors donc, merveilleux. Donc dans ma to-do list, j'ai effectivement le VPN. Alors il me semble avoir lu quelque part quand je m'y suis mis que en fait ça protégeait pas complètement de la curiosité du ministère, puisque en fait j'ai lu que vous ne répondiez que aux juges. C'est-à-dire que sur les requêtes judiciaires, alors que les autres... Un VPN, c'est pas du tout fait pour s'anonymiser sur Internet. Hein. En plus, les VPN que nous on fournit, c'est IP fixe, hein, donc on sait exactement qui est-ce qui a tel. Donc c'est pas du tout fait pour ça pour nous. Si vous voulez être anonymisé sur Internet, vous utilisez Tor. Ouais, c'est pas un VPN qui va... non. Et après, si vous voulez pas avoir des ennuis avec l'État français, il faut prendre un VPN via un fournisseur qui n'est pas français. Je suis très régulier vis-à-vis de l'État français. Je vends pas de drogue, je fais rien de spécial, mais je sais qu'il y a quand même c'est plus qu'une tentative, c'est qu'il y a quand même une offensive à la fois franco-européenne pour nous supprimer les libertés, pour pister Internet, pour regarder où on va, pour supprimer la liberté d'expression, etc., etc. Donc il
Il y a des choses qui sont autorisées. Alors, il faut voir, par exemple, on n'a pas trop parlé, mais il y a des gens qui ont eu des sanctions dans la Commission européenne parce qu'ils ont fait des analyses de la guerre en Ukraine ou ailleurs qui ne correspondaient pas au narratif actuel, si vous voulez. Donc, quand vous commencez à les regarder ça, vous ne savez pas si dans quelques mois, on ne va pas venir vous reprocher de vous intéresser à ce que Dupont ou Durand ont pu raconter sur des sujets comme ça. Oui, mais encore une fois, c'est pas le VPN qui va vous protéger. Le VPN, ça peut vous protéger, par exemple, si vous avez un FAI qui respecte pas vraiment la neutralité du net, etc. Si vous n'avez pas envie que Bouygues sache ce que vous faites exactement ou Orange, un VPN, voilà, ça permet de passer dans un tuyau et que ce soit uniquement FDN qui gère vos requêtes. Mais encore une fois, si jamais l'État nous demande y a qui derrière ce VPN-là, voilà. Oui, là vous serez obligé de le dire à ce moment-là. Voilà, oui, ça anonymise pas du tout. Il faut vraiment se rendre compte de ça. Oui, ça c'est clair que c'est pas. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont tendance, qui ont la tentation d'aller à l'étranger, en disant si je prends un VPN en Suisse. Oui, mais il sera soumis à la loi suisse. Il est soumis à la Suisse, tout à fait. On a vu ça avec ProtonMail. Oui. Voilà. Oui, c'est clair que les Suisses, ils sont tendance à être suivistes. Donc ça protège pas non plus. Nous, en tant que FAI français, on répond à la loi française. Voilà. Oui, ça, il n'y a pas de... Et donc pour nous, le VPN, c'est vraiment plus pour des questions d'auto-hébergement, d'avoir une vraie adresse IP fixe, etc. C'est surtout à ça que ça nous sert. L'auto-hébergement, moi j'avais dans l'idée que c'était possible, même... alors oui, c'est vrai qu'avec VPN, ça permet de... C'est beaucoup plus simple. De venir... c'est plus simple à paramétrer. Moi, j'ai trouvé ça beaucoup plus simple, oui. Si vous avez votre adresse dédiée pour votre serveur, c'est plus simple que... Après, si vous savez faire les choses, voilà. Non, moi je ne sais pas, je ne suis pas admin 6 de profession. Je suis feignant de temps en temps, on ne peut pas être sur tous les fronts à la fois. Moi, j'ai pris une association qui s'appelle Zaclis. Oui. Et qui permet de... En fait, j'y suis venu parce que quand j'ai dégoogelisé mon téléphone, il y a des... Non, mais Zaclis, c'est très bien. Il y a des choses que fournit Google de manière gratuite, du type la synchronisation des agendas, par exemple, ou la synchronisation des contacts. Nextcloud. Je suis sur Nextcloud, voilà. Ouais, moi, j'ai mon Nextcloud chez moi. Oui, alors, mais j'ai eu la flemme d'aller jusqu'au bout, si vous voulez. À un moment donné, Avec Winos, franchement, c'est pas compliqué. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas compliqué. Il faut s'arrêter des fois. Mais merci pour votre intérêt, toutes les questions. Et encore une question. Non ? Non ? Oui. Alors, j'ai regardé un petit peu les tarifs de l'ANVN pour l'accès à Internet. Et alors, ma question, ça va pas être pourquoi FDN est plus cher. Parce que j'imagine bien que les coûts sont réduits au maximum, c'est une équipe bénévole. Parce qu'on est petit, on dispose pas des prix de gros, des gros. Oui, d'accord. C'est comme pour la grande distribution. Pourquoi le petit commerce il est plus cher que le Leclerc Oui, c'est une question de coût de plus d'échelle, ou est-ce qu'il y a aussi des leviers que les FAI commerciaux ont pour par exemple des services annexes ou pour aller plus loin par exemple de la vente de données utilisateurs ou des choses comme ça. Franchement, je saurais pas, j'ai pas étudié ça, je saurais pas répondre précisément là-dessus. Mais tout ce que je sais, c'est que oui, voilà, on est petit, donc on dispose pas du pouvoir économique des gros, quoi. D'accord. Okay. Mais après, on fournit quand même plein de services à côté oui, bien sûr, que ne fournissent pas les gros. C'est que voilà, il y a plein de choses qu'on fournit qui sont payants. Si on le veut, le prendre chez un bof, quoi. D'accord. Et du coup, même en tant que fédération de plein de FAI, etc., vous n'arrivez pas à avoir des prix de gros intéressants en mutualisant ? Non. Il faut savoir déjà que la fibre, ça fait très peu de temps qu'on l'a fait. D'accord.
Donc 2022 pour FDN. On n'est pas beaucoup dans la fédération à fournir de la fibre, on en est de plus en plus, mais pour l'instant c'est vraiment, et puis chacun avec son petit opérateur particulier. Donc non, pour l'instant, oui, c'est un peu compliqué. En Belgique et en Suisse, c'est encore pire parce que, enfin, oui, c'est des prix prohibitifs en fait, le coût d'accès en fait à la fibre. Donc bon, ils réussissent à se débrouiller petit à petit, mais c'est. Ouais, non, quand on est petit, là, FDN, on est 1000, sur l'ensemble de la FED, on est 5000 à peu près, 5000 membres. C'est rien, c'est tout petit, quoi. En tant que petit fournisseur d'accès, et puis par rapport aux valeurs que vous défendez, est-ce que vous voyez à l'avenir de nouveaux enjeux d'une nature un petit peu différente de ce que vous avez rencontré jusqu'à présent, qui pourraient, comment dire, entraver votre action ou votre débat ? C'est en permanence qu'il y a des choses qui cherchent à entraver, que ce soit les attaques contre le chiffrement, que ce soit tout ce qui est rétention de données de connexion, tout ce qui est... là, on voit au niveau de l'Union européenne, et y compris aussi au niveau de la neutralité du net. C'est tout le temps qu'il y a des lobbies qui cherchent à grignoter petit à petit tout ce qu'on avait réussi à peu près à mettre en place, quoi. Donc, on essaie de surveiller ça au mieux. La Quadrature du Net fait un gros travail aussi. Bon. Merci.